Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au risque de l'histoire. Ils ont été les deux seuls papes dans l'histoire à devenir docteurs de l'Église. Docteurs de l'Église, cela signifie que la profondeur de leur foi, la sûreté de leur pensée et la sainteté de leur vie donnent à leur enseignement une influence durable, une influence remarquable dans le développement de la doctrine chrétienne. Pourtant, ils ont vécu à une époque difficile, une époque de transition, la fin d'un empire, mais aussi la naissance d'un autre monde. Au risque de l'histoire, je vous propose de partir à la découverte de Léon le Grand et de Grégoire le Grand. Qui furent ces deux hommes qui vécurent la fin de l'Antiquité tout en étant aux racines de la chrétienté médiévale? C'est ce que nous allons voir avec Philippe Haine et Bruno Judic. Philippe Haine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes dominicain, vous êtes belge, vous êtes ce qu'on appelle un patrologue, c'est-à-dire que vous étudiez les pères de l'Église qui n'ont pas de secret pour vous. Vous avez été ancien chercheur à l'université de Fribourg en Suisse et à l'école biblique de Jérusalem. Vous avez été aussi, vous êtes professeur à la faculté de théologie, toujours, en chaire de patrologie de l'université catholique de Lille. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je renvoie nos auditeurs à votre éditeur, les éditions du Cerf. Mais pour préparer cette émission, j'ai utilisé vos deux livres. Tout d'abord, Léon le Grand, on va le prendre dans l'ordre chronologique, 5e siècle. Léon le Grand, aux éditions du Cerf, paru déjà il y a plusieurs années, mais il est encore disponible. Et ensuite, Grégoire le Grand, 6e siècle, toujours aux éditions du Cerf. Bruno Judic, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université François Rabelais de Tours. Vous êtes aussi un très grand spécialiste de Grégoire le Grand. Vous avez publié aux Sources chrétiennes ces textes. Les Sources chrétiennes, c'est cette collection qui publie les textes originaux avec une traduction. Vous avez publié les Homélies, si mes souvenirs sont bons, et également un deuxième ouvrage. La règle pastorale. La règle pastorale, et vous travaillez actuellement sur ces sermons. Sur les lettres. Sur les lettres. Vous avez aussi, vous êtes un grand spécialiste de Martin, Saint-Martin. Je me permets de renvoyer nos téléspectateurs à ce livre, Un nouveau Martin, qui est le travail d'un colloque, c'est bien cela. Oui. Essor et renouveau de la figure de Saint-Martin, 4e siècle, 21e siècle, paru aux presses universitaires François Rabelais. Alors, messieurs, une question qui est évidemment la question la plus importante, je pense, de cette émission, c'est le contexte dans lequel vivent ces deux personnages. Il y a 130 ans, entre la fin du règne de Léon et le début du règne de Grégoire le Grand. Est-ce qu'on peut mettre le 5e siècle et sur le 6e siècle sur un même pied d'égalité, Philippe Haine? Non, hélas, non. La situation politique est totalement différente. Autant on peut dire que du temps de Léon le Grand, vous corrigerez peut-être, autant Léon le Grand, l'Empire peut encore subsister, malgré les grandes et profondes invasions qu'ils ont pu connaître, mais l'Empire est toujours capable de lancer une armée pour défendre l'Italie, plus ou moins, et même reprendre un peu la situation en main en Gaule. Mais au niveau de l'époque de Grégoire le Grand, l'Europe occidentale est d'une certaine manière perdue pour l'Empire romain de Constantinople. Il ne reste plus qu'un petit couloir entre Ravenne et Rome qui est sous contrôle de l'Empire. Mais la Gaule, comme l'Espagne et comme l'ensemble de l'Italie, pratiquement, sont sous administration de royaumes qui sont bien établis. Il ne s'agit plus de tribus qui se promènent à gauche ou à droite. Bruno Judic ? Oui, je dirais bien sûr dans le même sens, mais tout en soulignant aussi que ces différences entre le 5e siècle et le 6e siècle, en particulier pour l'Occident méditerranéen, sont des différences qu'on peut aussi situer à l'intérieur d'une seule époque, en quelque sorte, qu'on appelle quelquefois l'Antiquité tardive. En tout cas, c'est une période qui va en gros du 3e au 7e siècle, ou du 3e au 8e siècle, et qui a été mise en avant comme une période en elle-même par un grand historien qui s'appelait Henri Marroux,
et qui avait montré que sur cette période, où on a à la fois la fin de l'Antiquité classique et le début du Moyen-Âge, on a tout un ensemble d'éléments communs, et en particulier cet élément commun qui est l'émergence et la diffusion et l'expansion du christianisme, Est-ce que, qui réunit tous ces siècles, précisément. Est-ce que nous sommes au 5e siècle, sous Léon le Grand? Est-ce que nous sommes dans une époque qui a conscience de la fin d'un monde, de la fin de l'Empire romain, exactement comme nous, nous voyons cette date de la fin de l'Empire romain comme un avant et un après? Les choses sont plus compliquées que cela? Moi, je dirais qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre du versant du changement. Autant Léon le Grand est encore, je pense, convaincu d'être un citoyen romain qui va s'établir et peut se maintenir, autant Grégoire le Grand, avec son passage à Constantinople, s'est rendu compte que c'est fini. Ils sont lâchés, ils sont abandonnés. L'Europe occidentale est abandonnée d'une certaine manière par l'Empire de Byzance ou de Constantinople, et lui, il ne voit que la fin d'une époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sait pas vers où on va aller, mais il sait la destruction qu'il y a derrière lui, mais il se redresse. C'est ça qui est très beau chez Grégoire le Grand, en ce sens, c'est une personnalité vraiment d'avenir pour chacun d'entre nous. C'est qu'au milieu des désastres d'un empire qui s'effondre, ne sachant où aller, il ne le sait pas, mais il se tient debout, il y a une espèce de revitalisation morale et de la foi à l'intérieur de lui et autour de lui. C'est votre sentiment aussi, Bruno Judic? C'est vrai qu'il y a une très forte dimension eschatologique chez Grégoire le Grand, et que c'est évidemment le plus simple est de mettre en relation cette dimension eschatologique avec une situation historique précise, bien sûr, et en l'occurrence la guerre en Italie, et la guerre entre Lombards et byzantins, entre guillemets, enfin byzantins, c'est-à-dire l'Empire, quoi, puisque Rome est toujours dans l'Empire romain. Et donc ça, c'est une situation évidemment très concrète et très désastreuse, enfin, et très pénible, et que Grégoire vit de façon très, très difficile. Mais par ailleurs, il y a aussi chez Grégoire la conscience que l'Empire romain est toujours l'Empire romain. Alors il est centré sur Constantinople, bien sûr, mais c'est toujours cet empire universel, cet empire qui a la prétention d'être la seule puissance qui puisse exister dans le monde, et aussi le fait que les royaumes d'Occident, qui sont effectivement désormais tout à fait indépendants en réalité de l'Empire romain, ces royaumes d'Occident sont nés de l'Empire romain et sont toujours tributaires de cette culture romaine et chrétienne, parce que cet empire, c'est l'empire chrétien. Et que, quelque part, Grégoire ne peut pas concevoir un monde où il n'y aurait pas cet empire qui est un État, bien sûr, mais qui est aussi le soutien indispensable à l'Église. Alors, nous allons revenir sur cette idée, parce que la question de la romanité et de la transmission de la romanité est évidemment essentielle. Comment le christianisme a absorbé cette romanité. Je voudrais, avant, parler des origines des deux hommes. Est-ce que vous pourriez nous dire, ce sont deux origines différentes, ce sont deux hommes qui ont deux parcours différents? Alors, je vous laisse parler de Léon, si vous voulez bien. Très bien. Léon, c'est une carrière ecclésiastique. On a très peu d'informations sur sa formation, sur sa jeunesse, sur les interventions. Il a fait quelques interventions avant d'être donc élu pape et installé, mais c'est quelqu'un qui vient du milieu ecclésiastique, de la curie romaine. C'est que Grégoire le Grand, lui, c'est un parcours totalement différent. Peut-être pas si différent, c'est-à-dire qu'on sait des choses sur Grégoire avant qu'il ne devienne pape. Et ce qu'on sait, c'est qu'il appartient à une grande famille romaine, mais une grande famille romaine au service de l'Église romaine. Et Grégoire lui-même précise qu'il a un aïeul, alors, enfin un trisaïeul en l'occurrence, qui était le pape Félix III. Donc il est dans... Enfin, sa famille est très liée au service de l'Église romaine. Et alors, dans le cas de Grégoire, on le sait. Dans le cas de Léon, en fait, on ne sait pas
Bon. Mais dans le cas de Grégoire, on sait des choses, et même, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut pister en quelque sorte cette généalogie de Grégoire jusqu'à Léon. C'est-à-dire que le père de ce pape Félix III, il s'appelait lui-même Félix, et était au service de Léon, au milieu du 5e siècle. Ça reste un monde... notre perception, c'est que tout cela est éloigné. Nous ne voyons pas toutes ces connexions. Ça reste un petit univers, le monde romain de l'époque. Petit univers, c'est-à-dire qu'il y a le monde de Rome, en quelque sorte à l'intérieur de Rome. Et Rome, si on est au 5e siècle, c'est encore une ville immense. Et alors, une ville qui a beaucoup perdu à cause du sac de Rome en 410 par Alaric. 3 jours qui ont dû être terribles et qui ont dû ensuite provoquer une dégringolade démographique de la ville. Et néanmoins, ça reste encore certainement une très très grande ville. Et si on essaie de regarder un petit peu autour, il n'y a aucune ville du côté de l'Empire d'Occident qui soit aussi importante que Rome, même Milan, qui est la capitale au IVe siècle. Milan n'est sans doute pas aussi importante que Rome. Même Naples, on a d'autres villes qui sans doute approchent Rome, mais ça reste une ville très très grande. Alors, c'est pas la ville qui avait 1 million d'habitants au IIe siècle de notre ère, c'est certainement 2 fois moins, peut-être même encore moins. Mais imaginons qu'il y ait encore 300 000 habitants au temps de Léon, par exemple, pure hypothèse, c'est énorme. Sur l'Occident latin, c'est énorme. Alors, évidemment, au temps de Grégoire, ce n'est plus ça. Parce que, alors, précisément, il y a le sac de Rome par Genséric, du coup, au temps de Léon. Et puis, il y a encore d'autres catastrophes ensuite. Et puis surtout, les guerres, ce qu'on appelle les guerres gothiques, les guerres menées par Justinien contre les Ostrogoths dans les années 40-50 du VIe siècle. Et des guerres terribles parce que, précisément, les Ostrogoths, même si c'est une injure dans la bouche du capitaine Haddock, Ostrogoths, en fait, ce royaume ostrogothique, c'était le royaume le plus romain de tous les royaumes barbares. C'était un royaume avec un roi, Théodoric, au début du VIe siècle, qui était convaincu d'être celui qui continuait et qui restaurait la romanité. Et qui était là parce qu'il avait été envoyé par l'empereur de Constantinople. Donc ces Ostrogoths étaient très très romains. Mais néanmoins, la guerre a été extrêmement dure. Au milieu du VIe siècle, il y a eu des opérations militaires terribles, et Rome en particulier a énormément souffert. Il y a même un épisode de cette guerre qui fait que la ville de Rome a été entièrement vidée de sa population. Pendant quelques temps, pendant quelques mois, au temps de Totila, qui était assiégé, et donc pour soutenir le siège de l'armée impériale, face à l'armée impériale, Totila avait fait partir toute la population civile. Plus aucun Romain dans Rome. Alors évidemment, les Romains sont revenus ensuite, on imagine, mais combien il reste d'habitants au temps de Grégoire à la fin du VIe siècle? Peut-être 50 000 habitants. Alors évidemment, c'est très peu par rapport à la grandeur, du IIe siècle. Oui, c'est très très peu. Mais 50 000 habitants, si on cherche une ville qui aurait plus que ça dans tout l'Occident latin, à la fin du VIe siècle, on n'en trouve pas. Quelle est la place du pouvoir pontifical au 5e siècle? On sait que Léon le Grand va jouer un rôle majeur. Je me permets de citer Monseigneur Minrat, qui est un des évêques qui a travaillé sur la primauté pontificale. Il disait que Léon le Grand est le théologien de la primauté le plus complet du premier millénaire. Non, pas de son temps, mais du premier millénaire, ce qui en soi est absolument considérable. Quelle est la place de cette papauté au 5e puis au 6e siècle?
Là, vous abordez la question au niveau théologique ou bien du rayonnement théologique du pape en tant que tel. J'allais dire à la fois les deux, même si c'est l'histoire d'abord qui nous intéresse. C'est-à-dire le plus au niveau de l'histoire civile dans ce cas-là. Oui, l'histoire Alors, civile. l'histoire civile, pour ça que je trouve ça intéressant votre exposé, votre intervention, parce que je suis très sensible à la cohérence de cette période, alors que moi je suis beaucoup plus sensible à la rupture. Par exemple, chez Grégoire le Grand, c'est un ancien énarque. Il était préfet de la ville. Ah oui, c'est vrai. Et il s'est converti, à la mort de son père, probablement, il s'est converti, il a mené une vie monastique. Donc on a fait, et C'est-à-dire que c'est un personnage de l'administration, Grégoire. tout à fait, c'est la raison Oui. pour laquelle probablement il a été élu pape, justement parce que c'était la grande peste, la famine dans la ville, et qu'il n'y avait personne qui était capable de pouvoir gérer cela. Il l'avait déjà fait précédemment dans sa carrière civile et administrative. Donc on a deux parcours un petit peu différents de ce côté-là. Au niveau donc de l'influence dogmatique, par exemple, on voit que Léon le Grand est certainement donc un des premiers grands théologiens, mais pas spéculatif. Ce n'est pas un spéculatif. Dans sa lettre, dans son tome à Flavien, donc dans son célèbre document sur la double nature de Christ, il parle de la divinité, il parle de la nature, il parle de la personne, mais sans donner une définition. Il résume, il solidifie d'une certaine manière l'enseignement général. Les spéculations, ce sera pour l'Orient. Et on trouve la même chose d'une certaine manière dans ce qu'on lui prête, par exemple avec le sacramentaire léonien, qui probablement n'est pas de lui. Donc c'est un manuscrit qui rassemble un ensemble de prières, surtout des préfaces, qui lui s'est attribué. Mais ça va bien dans sa psychologie, Léon, mais par écrit, ce qui se fait. Et la primauté, ou les primautés romaines, pourrait-on dire déjà à ce moment-là, simplement, il la codifie ou bien l'organise au niveau juridique, avec la notion de héritier donc du primat de Saint-Pierre. Donc en fait, c'est vrai que c'est un grand théologien, mais pas un grand spéculatif. Mais alors, il y a un mot que je retiens dans ce que vous dites, c'est le juridique, le droit. Il donne un environnement juridique à ce que représente, ce que doit être un pape à l'époque. En tout cas, une justification juridique, pourrait-on dire. C'est intéressant parce qu'il y a un ensemble d'habitudes qui se faisaient. Déjà, on se tournait vers Rome pour avoir son opinion au niveau doctrinal ou bien au niveau donc, disciplinaire. Cela se faisait déjà précédemment, mais alors il commence à se dire pourquoi. Pourquoi on peut comment justifier cela? Mais simplement parce que Pierre a proclamé que Jésus, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Et en tant que tel, à ce moment-là, donc Jésus, tu as dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Et donc, il retrouve, et à partir de là, les évêques sont comme les successeurs, reçoivent un petit peu cette autorité, non pas par la qualité de leur personne, mais par la qualité de la grâce de l'Esprit qui a été donnée à Pierre précédemment. Et une fois qu'on met ça sur texte, automatiquement, ça acquiert une plus grande force, pourrait-on dire, de conviction. Et chez Grégoire, on parlait de l'Orient tout à l'heure. Chez Grégoire, on voit qu'il s'écarte un peu de l'Orient et que... Je ne dirais pas ça, parce que justement, alors, c'est intéressant, parce qu'on a chez Grégoire, bien sûr, la suite de cette conscience de Pierre, hein, de l'évêque de Rome, successeur de Pierre, comme chez Léon, bien entendu. Donc on a et Grégoire, en même temps, il se voit dans le cadre de ce qu'on appelle la pentarchie, les 5 patriarches. Alors, les 5 patriarches, c'est Antioche, Alexandrie, Rome, Constantinople et Jérusalem. Et donc, Rome est en quelque sorte au milieu d'un groupe de 5. Enfin, pas vraiment. Enfin, on pourrait dire, c'est pas vraiment au-dessus. C'est pas vraiment le bon. Et Grégoire a conscience d'une, comment dirais-je, de l'héritage de Pierre, mais que cet héritage de Pierre, c'est pas forcément seulement lui. Alors il y a la notion de siège pétrinien, alors, des sièges épiscopaux qui sont liés à l'héritage de Saint-Pierre. Alors il y a Rome évidemment, mais aussi Antioche et Alexandrie, parce que Pierre est passé par là aussi. Alors évidemment, à Rome, il y a le tombeau. Bon, mais Antioche et Alexandrie, c'est aussi des sièges qui sont... Et on voit que Rome, que Grégoire entretient des relations épistolaires avec le patriarche d'Antioche, avec le patriarche d'Alexandrie, et il est en très bons termes avec Antioche, avec Alexandrie, en soulignant justement ce lien. Bon. Et alors en essayant d'ailleurs de montrer que parmi les 5,
parce que c'est les 5 qui sont à égalité, évidemment, mais parmi les 5, il y en a 3 qui sont quand même un peu au-dessus, si je puis dire, parce que justement, il y a l'héritage de Pierre et un peu au-dessus par rapport à Constantinople. Alors, c'est la ville royale, bien sûr, c'est la ville royale, mais c'est plus récent. Voilà, bon. Et puis Jérusalem, qui est plus récente, enfin, en termes de patriarcat. Il y a un peu un système confédéral, pourrait-on dire, oui, les 5 patriarcats. Mais tout de même, on voit, Grégoire cultive de manière très diplomatique, on voit que c'est encore un administrateur, la différence. Lorsqu'il est élu pape, il ne crie pas directement aux autres patriarches pour leur annoncer qu'il est élu pape. La fameuse lettre synodale. Ah oui, ça c'est très intéressant. Il prend du temps pour le faire. Il prend 6 mois au moins pour l'écrire, alors que spontanément, chaque patriarche, une fois qu'il est élu, communique aux autres patriarches pour leur dire voilà ce que je crois et nous vivons en communion. Lui, il prend son temps. C'est un peu donc une caprice de coquette, pourrait-on dire. Hein. Il faut bien faire sentir qu'il va d'abord acheter du blé. Il va d'abord faire venir du pain, il va d'abord faire des grandes prières dans la ville pour mettre fin à la peste, et puis va régler tous les problèmes administratifs à l'intérieur. Deuxièmement aussi, à l'intérieur de cette confédération, tout de même, Rome est toujours une juridiction d'appel. Quand un évêque est en désaccord avec le patriarche, c'est à Rome qu'on fait appel. Ce n'est pas à Alexandrie, ce n'est pas à Antioche. Et c'est respecté. Et même le patriarche respecte les décisions d'appel qui ont été faites. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ecclésiologie, dans la théologie même du pouvoir. Est-ce que sur le plan politique, par rapport à l'Orient, il y a de la part de Grégoire, vous le montrez bien d'ailleurs, il prend des décisions au début qui sont des décisions politiques, qui relèvent de l'économie. Est-ce qu'il y a par rapport à l'Orient une forme d'indépendance? Il se tourne vers les barbares plutôt que se tourner vers l'Orient dont il sait qu'il ne peut rien attendre. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que il est dans une situation, d'un point de vue politique, de relatif isolement à Rome, parce que finalement, les territoires qui restent aux mains de l'Empire romain en Italie, au temps de Grégoire, il y a une partie importante de l'Italie qui reste aux mains de l'Empire romain, mais ce sont des confettis, en quelque sorte. Ce sont des territoires un peu dispersés. Il y a la côte Ligure, il y a le Rome et le Latium, il y a Ravenne avec tout un territoire autour, qu'on appelle la Romagne, justement, pas par hasard, bien sûr. Bon, il y a également des territoires en Italie du Sud, Naples, il y a la Sicile, il y a la Sardaigne. Bon, donc mais ça fait un peu confetti. Des gros confettis, si vous voulez, mais bon, parce que au milieu de tout ça, il y a des Lombards, des Lombards qui eux-mêmes sont éclatés, parce que l'administration impériale, faute de lever suffisamment de troupes pour écraser les armées des Lombards, qui sont sans doute pas si puissantes que ça, enfin bon, eh bien, a utilisé une autre méthode. Elle a acheté des chefs lombards pour les retourner contre d'autres Lombards. Donc, moyennant quoi, les Lombards sont éclatés aussi. Il y en a au nord, il y en a en Toscane, il y en a à Spolète, il y en a à Bénévent. Enfin, bon. Et donc, moyennant quoi, on a un tableau très, très éclaté, avec évidemment, du coup, des guerres ou des escarmouches qui peuvent se produire un peu partout. Donc, une situation, on dirait aujourd'hui, d'insécurité, très, très mauvaise sur le plan sécuritaire. Voilà, bon. Vous avez écrit vous-même un article sur la violence. La violence à l'époque de Grégoire le Grand. Oui. Nous sommes dans une société qui est beaucoup plus violente qu'elle ne l'était avant. Avant. À l'époque de la paix de l'Empire romain. Si c'est un demi-siècle avant, c'était les guerres gothiques, c'était probablement pire qu'à la fin du VIe. Enfin, bon. Et, bon. Mais non, c'est sûr qu'il y a des événements terribles autour de Grégoire en Italie. Mais en même temps, Grégoire, il tient beaucoup au lien avec Constantinople. Pour lui, il ne peut pas concevoir d'être ailleurs que dans l'Empire romain. Et donc, il met toute son énergie à faire en sorte que l'Empire romain reste là, en Italie, à Rome. Bon. Et il entretient d'excellentes relations avec la cour impériale et avec de grands personnages, éventuellement de l'aristocratie romaine réfugiée à Constantinople, de qui il obtient d'ailleurs des subsides, de l'argent, etc. Alors, qu'il investit en priorité
dans des œuvres religieuses. Mais on voit bien que il y a ce lien, et il reste pour lui très fort. Existe. Oui, mais quand même, Grégoire le Grand a pris des initiatives que Léon n'aurait jamais prises. Parce qu'on part 3 fois. Grégoire le Grand a signé des trêves avec le roi de Lombard. Et là, l'empereur de Constantinople n'est pas très, très content parce que c'est une initiative locale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un vide politique militaire. Autant le gouverneur de l'Empire se trouvait à Ravenne, je parle du temps de Grégoire, autant il n'y a pas de soldats, il n'y a pas d'armée. Pratiquement, il y en a très peu pour pouvoir défendre les villes. On va prendre le mont Cassin, par exemple, à peine fondé par Saint-Benoît, a été ravagé par les Lombards, et les villes de Rome sont encombrées, mais encombrées de réfugiés. Il faut les nourrir, et la ville elle-même a connu des famines. Je pense que... et puis, en fait, il faut tenir compte de la réelle politique. Ça, je sais, c'est très important chez Grégoire le Grand. Grégoire le Grand commence à communiquer, lui, qui n'est pas un gouverneur, qui n'est pas un souverain, et commence à communiquer avec les souverains de Franc pour pouvoir faire le passage de ces moines vers l'Angleterre. Oui. Donc, pour lui, c'est fini. On va rêver d'une Gaule romaine, on va discuter avec eux, comme a fait Willy Brandt, avec les territoires allemands qui sont placés sous administration, comme on disait à ce moment-là, administration polonaise, etc. Il considère que ce sont des autorités politiques à lesquelles il faut négocier. Et donc, là, à mon avis, il y a un petit déplacement d'esprit qui s'est fait. Parce qu'il y a une forme de pragmatisme politique chez ces deux personnages. Enfin, ce sont des grands personnages, non seulement parce que ce sont des docteurs de l'Église, mais sur le plan politique, ils sont pragmatiques. On n'a pas évoqué, d'ailleurs, Léon. On ne peut pas évoquer Léon sans parler d'Attila. Mais là aussi, c'est un peu difficile à mesurer exactement l'importance ou la place de Léon à l'intérieur de cette confrontation avec Attila. La légende le présente ainsi comme seul ce vieillard, donc peut-être qui était donc Léon le Grand, se serait dressé ainsi devant les troupes barbares de Attila. Et Attila a eu peur parce qu'il a vu Saint-Pierre et Saint-Paul derrière le menacer, etc. C'est donc les fameuses fresques de Raphaël au Vatican. La seule information que l'on ait, c'est de Prosper d'Aquitaine dans sa chronique, qui d'ailleurs est un ami de Léon le Grand, et qui dit que Léon le Grand n'est pas allé tout seul. Léon le Grand était accompagné par le gouverneur militaire, le gouverneur civil, à peu près, je simplifie, lors d'une rencontre à Mantoue avec Attila. C'est donc, ce n'est pas une initiative personnelle, c'est simplement un accompagnement vis-à-vis des autorités officielles. Grégoire n'a jamais été accompagné par un gouverneur de Ravenne, nulle part. Il a négocié tout seul chez les Lombards. Tandis que Léon le Grand est encore une époque où le pouvoir civil, le pouvoir romain, était encore assez puissant pour pouvoir l'accompagner. Mais on signale qu'il avait une force, une présence, une carrure assez forte pour pouvoir peut-être influencer les négociations avec Attila. Il y a plus de romanité chez Léon qu'il n'y en a chez Grégoire. Ça dépend de ce qu'on appelle romanité en termes d'autorité, comment dirais-je, civile et militaire. Évidemment, chez Léon, on est dans une administration romaine. Mais Grégoire est profondément latin, par ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, Grégoire est un grand écrivain latin. Il a une vive conscience d'être un grand écrivain latin. Et alors, c'est très, très intéressant parce que quelqueuffois, on dit « Ah, mais Grégoire est un ennemi de la culture », parce qu'il y a une lettre adressée à un évêque gaulois, enfin, un gallo-franc, enfin, Didier de Vienne, une lettre dans laquelle Grégoire lui reproche d'enseigner la grammaire, en disant « Ah, il ne faut pas mélanger les louanges à Jupiter et les louanges au Christ ». Bon. Et on dit, voilà, Grégoire, la culture, c'est fini, la culture latine. Mais non, pas du tout. Grégoire est un très grand écrivain latin, et très conscient d'écrire un latin qui, j'allais dire, est un latin vivant. C'est très intéressant parce que Grégoire est en rupture avec une certaine forme de littérature latine très sophistiquée, qui est d'ailleurs toujours pratiquée de son temps, mais qui a été très pratiquée au 5e siècle et au 6e siècle, d'une poésie latine très, très, très recherchée, avec plein de figures rhétoriques, mythologiques, etc. Bon, Grégoire n'écrit pas ce latin-là. Grégoire est plus pédagogue. Il est beaucoup plus pédagogue, mais il écrit un latin excellent, mais alors avec des formules très, très
marqué, avec bon, et il sait jouer aussi de différents types de latin, et il sait raconter des histoires. Et puis il est plein d'humour. Alors, c'est d'une certaine manière, justement, il a envoyé cette mission en Angleterre, enfin, dans ce qui deviendra l'Angleterre. Bon, et on pourrait dire que quelque part, l'humour anglais, c'est un héritage de Grégoire le Grand. Mais Grégoire est un homme déchiré, parce que fondamentalement, il a été éduqué et développé. Moi, je suis très sensible à sa formation donc, administrative de l'ENA de l'époque, etc. Il a fait toute sa carrière ainsi. Et brutalement, on se rend compte que tout ça, c'est une coquille vide, puisqu'il n'y a plus que la ville de Rome sur laquelle il peut à peu près gérer. Et puis quelques territoires, vous dites des confettis à gauche, à droite. Les gens qui sont écrasés par le fisc et l'impôt. Les gens même qui vont décréter qu'ils vont aller chez les Lombards, parce qu'ils sont mieux traités que du temps des Romains, et ainsi de suite. C'est l'effondrement de tout son monde, de toute son histoire. Mais il se dit, ça ne peut pas s'arrêter. Et c'est vraiment à la fois très beau et très triste. C'est vraiment lui qui a vu la fin de l'Antiquité romaine. Mais il ne savait pas où on allait aller. Et c'est ça qui est très beau. Et il y a un beau paradoxe, c'est-à-dire que c'est la fin d'un monde. Et on peut considérer Grégoire le Grand, d'ailleurs Duby le fait, Duby et même Le Goff le considèrent comme un père de l'Europe, un père de la chrétienté médiévale. Oui, certainement, mais il ne le savait pas. Mais il ne le savait pas. Il ne savait pas où on allait aller. Alors, il y a une chose qui est très intéressante, justement, chez Grégoire, de ce point de vue-là, là, pour rebondir ce que vous venez de dire, c'est qu'il est très conscient qu'il y a des coquilles vides, en quelque sorte. Les coquilles vides, c'est, par exemple, les dignitaires de l'Empire qui sont totalement corrompus, qui ont dépensé des fortunes pour arriver à des postes très élevés et qui ensuite, évidemment, récupèrent leur argent en taxant, etc. Bon. Et qui n'ont absolument aucune conscience qu'il y a des ennemis de l'Empire qui sont capables de faire disparaître tout ça. Et, bon. Et Grégoire est très conscient de ça, non seulement du point de vue des dignitaires militaires ou civils, mais aussi ecclésiastiques. Il a le sentiment que c'est également vrai d'un grand nombre d'évêques, etc. Bon. Et il a le sentiment que justement toute une série de querelles doctrinales qui courent toujours au temps de Grégoire, que tout ça n'a aucune importance en réalité. Ce sont des positions qui sont prises par les uns et par les autres pour accéder à des fonctions officielles, etc. Bon. Et alors face à ça, Grégoire opère une sorte de retour sur soi, de retour intérieur, en disant, pour ce qui le concerne, c'est-à-dire en disant aux évêques, en disant aux chrétiens d'une façon plus générale, en disant, mais attention, quand on dit ça, ça veut dire quelque chose du point de vue de la vie intérieure, de la vie spirituelle du chrétien et du point de vue de son action concrète. Et c'est là qu'on arrive au Grégoire moraliste, justement. Une très belle image de son désarroi sont les homélies sur Ézéchiel. Ah oui, bien sûr. Oui, il va faire comme ça 2 séries d'homélies sur Ézéchiel. Il va prendre Ézéchiel au chapitre 1, lorsque la gloire de Dieu quitte le temple de Jérusalem pour aller vers les terres les plus lointaines. Et il va recommencer une autre série. Et ça reflète très bien, à mon avis, son déchirement. Où est Dieu ? Où est passée la gloire romaine, etc. Tout est vide, tout est parti. Et lui, fort et courageux, il revient sur lui-même, il revient sur sa foi, il retrouve les fondamentaux et il se redresse. C'est pour ça que la réforme morale de Grégoire n'est pas un retour en arrière vers une situation idéale qu'on aurait pu imaginer, c'est un repartir de la source même de la foi pour vivre aujourd'hui, dans son époque, la véritable foi, mais avec une vérité, une honnêteté profonde. Voilà, c'est ça. C'est ce bouillonnement intellectuel chez ces 2 personnages qui en ont fait des docteurs. Comment sont-ils devenus docteurs et quand sont-ils devenus docteurs ? Je le disais en introduction tout à l'heure, ce sont les 2 seuls papes qui sont docteurs de l'Église. Alors, oui, alors il y a ce phénomène des docteurs, mais il y a aussi, dans le cas de Grégoire, il y a le principe des 4 pères de l'Église latine, avec Ambroise, Jérôme et Augustin. Et donc là, on est encore au-dessus de Léon, quelque part. Bon. Et alors, ce groupe de 4, il ne s'est pas imposé tout de suite, mais enfin, parce que dans le Haut Moyen-Âge, on a des listes dans lesquelles on peut trouver Léon, on peut trouver d'autres pères latins. Mais néanmoins, dès l'époque carolingienne, on voit bien que le groupe des 4 est
quasiment canonisé. Alors, il y a des étapes postérieures. Il y a encore au XIVe siècle. Voilà. Bon. Mais enfin, bon, ce groupe des quatre, c'est très intéressant parce qu'ensuite, ça va donner dans l'iconographie, à la fin du Moyen-Âge et puis à l'époque moderne, une sorte de parallélisme entre les quatre principaux prophètes de l'Ancien Testament, les quatre évangélistes et puis les quatre pères. Donc on a une sorte de succession, enfin, c'est assez fréquent dans l'iconographie, les corps des églises. Vous avez tout à fait raison de resituer ça un petit peu dans différentes listes, parce que dire qu'il n'y a que Grégoire et que Léon, c'est un peu simplifié. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est très émouvant, c'est Léon même, presque de son vivant, a bénéficié presque d'une vénération, et son culte s'est développé très très vite chez Léon le Grand. Ah oui. Ça, c'est très surprenant. Est-ce que c'est là où se situe leur grandeur? C'est-à-dire que vous présentez un pédagogue, vous les replacez dans l'histoire de l'intelligence de la foi, au fond. Est-ce que, parallèlement, il reste des pasteurs? C'est-à-dire que ce sont des hommes qui sont proches ce sont des papes qui sont proches des fidèles. C'est ce qui fait aussi leur grandeur, et c'est pourquoi ils sont aussi docteurs de l'Église. Alors c'est assez intéressant, il faut raconter, parce que je vais raconter une année. Au début, j'étais très séduit par Léon le Grand, parce que dans notre bréviaire, dans le livre de prière, on a des passages aussi d'homélie de Léon le Grand qui réagit un peu comme un vieux doyen, un vieux pasteur, qui connaît les gens avec leurs faiblesses, leur gentillesse, mais qui leur parle de la bonté de Dieu. Puis en étudiant Léon le Grand, je me suis rendu compte que c'est un très bon juriste et un homme d'autorité et qui peut intervenir de manière très claire dans un ensemble de choses. Mais à l'inverse aussi, il y a cette façon de percevoir la faiblesse de la nature humaine chez lui qui était tellement grande qu'il se le rend, il a une épaisseur, il y a une épaisseur humaine qui se dégage chez lui qui est très grande. Dès que chez Grégoire le Grand, directement, lui, il l'annonce, il est un grand malade, et qui est le début, se rend compte de la situation catastrophique dans laquelle on est. Il devrait être déprimé, dépressif, mais il se redresse toujours. Ça, je pense que c'est de ce côté-là. C'est souvent la grande leçon qu'on peut recevoir de ces deux personnages-là, d'être capable d'avoir une très grande simplicité, clarté, de savoir ce qu'est que la nature humaine, la nature du Sauveur, la nature divine du Sauveur, on voit ça dans le tome Flavien, et en même temps pouvoir le vivre de manière très forte dans la situation où ils sont. Il y a une phrase de Grégoire, « Voici que tout indigne et malade que je suis, j'ai reçu ce vieux navire tout brisé qui prend eau de toutes parts. Et dans la grosse tempête qui la secoue chaque jour, ces planches pourries ont des craquements de naufrage. » Donc il y a cette idée de décadence. L'idée de réforme est présente chez Léon et chez Grégoire. L'Église doit se réformer. Elle doit se réformer non pas au niveau juridique, ni au niveau doctrinal, que sais-je encore. Il faut simplement revenir au modèle essentiel, mais seulement il faut retrouver la force et la vigueur et l'honnêteté de la foi. Il faut donc non plus de concussion, c'est-à-dire profiter de son poste pour prendre de l'argent, pour exploiter les autres, etc. Et ensuite, il y a aussi un aspect un petit peu social chez Grégoire le Grand, puisqu'il a commencé à développer le prêt hypothécaire ou le prêt donc, amphithéotique. C'est-à-dire que les paysans pouvaient louer leurs terres pour pouvoir en profiter davantage de tous les biens. Et ensuite, il y a cette période. Et alors c'est vrai que cette formule que vous avez citée, ce navire qui fait eau de toutes parts, c'est un jugement qui veut paraître extrêmement dur, non pas simplement sur son époque, mais parce que le navire en question, c'est l'Église, c'est l'Église romaine, enfin c'est l'Église dont il assume la direction. Et donc on peut avoir l'impression d'un jugement extrêmement dur sur cette Église. Et je serais tenté de penser, là, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'il a conscience que dans l'Église elle-même, il y a un tas de gens, et des gens haut placés, enfin, et des évêques, etc., qui sont totalement en dessous de leur tâche, qui sont arrivés là pour des tas de raisons, par concussion. Alors, on a chez Grégoire, par exemple, tout un combat extrêmement difficile, visiblement, contre la simonie, le fait d'acheter des charges ecclésiastiques. Évidemment, si on veut les acheter, c'est parce que ça rapporte. Enfin, on imagine bien. Et donc, il y a un combat très, très vigoureux. Bon. Et donc, s'il se lance dans ce type de combat, c'est qu'il y a une volonté de réforme
alors qui n'est pas effectivement juridique, il ne s'agit pas de modifier des cadres, mais de faire en sorte que les personnes qui arrivent à des fonctions de responsabilité arrivent là à cause de qualités personnelles et de vertus qui doivent être mises en œuvre concrètement au milieu du peuple chrétien. Et donc c'est un bouleversement qui est certainement difficile, très difficile à mettre en place. Il est bien possible que, ça on le sait, que Grégoire s'est appuyé en grande partie sur des moines pour gouverner l'Église romaine, lui-même ayant été moine. Il est d'ailleurs le premier pape qui a été moine avant de devenir pape. Donc il s'est appuyé sur des moines. Ça n'a probablement pas plu à tout le monde, dans ces nominations, d'installer des anciens moines sur des sièges épiscopaux. Oui, bien sûr. Et il est bien possible, alors il y a une légende, qu'après sa mort, il y a eu dans l'Église romaine deux courants, en quelque sorte. Un courant favorable à Grégoire et voulant continuer son action, et un courant plutôt hostile à Grégoire. C'est la fameuse histoire de l'archidiacre, puisque Grégoire le Grand a été élu pape un peu malgré lui. Oui. Alors qu'il y a un autre candidat qui était l'archidiacre, si on veut, qui est le premier secrétaire donc, du pape précédent, qui a été mis de côté. C'est lui qui a succédé donc, à Grégoire le Grand. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années plus tard? Il y a eu une émeute au cours de laquelle ce pape a été tué. Pourquoi? Parce qu'il y avait des réserves de blé. Du temps de Grégoire, on distribuait à bon prix pour la population, mais que le pape successeur commençait à spéculer là-dessus pour commencer à vendre. Donc il y avait une spéculation sur la faim des gens qui était organisée par la curie romaine de cette époque, par un courant, le fameux courant style à Grégoire. Voilà, c'est ça. Alors nous avons dit que Léon, c'est le théoricien en quelque sorte du pouvoir pontifical dans le premier millénaire. Est-ce qu'on peut dire que Grégoire, quant à lui, est l'homme de l'universalité de l'Église? Parce que c'est lui qui envoie en Bretagne et qui a cette conscience de l'évangélisation. Alors vous allez me dire à juste titre que l'évangélisation, elle a commencé avant lui, mais dans un monde en décadence, eh bien, il joue un rôle particulier, Grégoire. Il y a cette conscience de l'universalité de l'Église plus présente. À mon avis, c'est quelqu'un qui a rompu les amarres. Je suis désolé, je n'ai pas la même sensibilité. Mais on peut avoir un débat. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui a rompu les amarres avec donc l'attachement à l'empereur. Autant les autres patriarcats vont devenir de plus en plus soumis à l'autorité de l'empereur, c'est le césaropapisme. Autant donc Grégoire le Grand, vu son séjour dans la capitale impériale et vu sa formation très romaine, a coupé les amarres. Et c'est ça qui a la chance de l'Église catholique romaine, c'est qu'elle n'est pas liée à un État, ni normalement à une culture. Et c'est la raison pour laquelle aussi il a eu ce défi d'aller envoyer comme ça des moines là-bas, dans ce qui sera l'Angleterre, pour convertir les Angles dans ce territoire qui paraît comme, c'est pas la Lune, c'est après Mars, c'est après Vénus. C'est loin pour tout le monde, ça. La Gaule, on connaît encore un peu, mais après, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Et là, lui, ça fait partie de son plan. Donc, moi, je pense que c'est libéré du contexte ou du carcan, parfois culturel, que l'on peut avoir, pour pouvoir une vision qui est au-delà. Alors, oui, en même temps, c'est une vision universelle, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, justement, dans une perspective eschatologique, alors, eschatologie, chez Grégoire, c'est une espérance. C'est pas la panique devant tout ce qui est en train de s'écrouler. C'est une espérance du retour du Christ. Bon. Mais pour hâter le retour du Christ, il faut que le monde entier devienne chrétien. Donc s'il y a encore des païens, le retour n'est pas possible. Et donc cette eschatologie s'accompagne d'une volonté d'évangélisation, d'une volonté de mission. Et donc la constatation que ce qui ne fonctionne pas, ce qui s'écroule dans le monde romain, c'est que justement cet empire romain chrétien, parce qu'il est bien convaincu qu'il s'agit d'un empire romain chrétien. Et c'est un empire romain qui est chrétien, en quelque sorte, depuis Constantin. Enfin, cet empire romain chrétien, s'il s'écroule, c'est qu'il n'est pas assez chrétien.
C'est qu'il y a des missions internes qui devraient avoir lieu et qu'il engage aussi. Il engage des missions internes en Italie même, en Sardaigne, en Afrique. Donc à l'intérieur même de territoires qui relèvent de l'Empire romain, il écrit en disant mais il faut que les paysans, s'ils sont païens, il faut qu'ils deviennent chrétiens. Donc il faut bien perpétuer la romanité constantinienne. La romanité chrétienne, hein, oui. Mais quand je dis constantinienne, c'est la conversion de Constantin, oui. bien évidemment. Et alors dans le cas de la Bretagne, il raisonne d'un point de vue administratif en termes romains, parce que la Bretagne, ça a été une province romaine. Donc il a dans ses archives à Rome des documents qui lui montrent que la Britannia, c'est une province romaine, où il y a 2 cités qui sont Londres et York, et Buracum. Et donc il écrit à Augustin, qu'il a envoyé là-bas, il lui écrit tu vas installer 2 sièges épiscopaux à Londres et à York. Évidemment, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais il n'a pas d'autre modèle, en quelque sorte, administratif que cet héritage. Et en même temps, c'est un héritage qui est transformé concrètement, sur place, et Grégoire a l'habileté, l'intelligence, le génie de laisser la mission se développer dans des cadres autres que l'héritage romain. Et c'est la lettre à Mélitus. Il y a des événements surnaturels qui sont assez bizarres. Les Lombards, qui étaient ariens et opposés donc à l'Église romaine, grâce à Théodelinde, une princesse bavaroise, le roi, c'est Agilulf, s'est converti au christianisme. Les Visigoths, qui étaient donc ariens et opposés au catholicisme, se sont convertis également grâce à Léandre le Grand, Léandre de Séville. Est-ce que c'est l'influence de Grégoire le Grand? Direct, non, certainement pas. Pas pour les Visigoths. Mais mais ils connaissaient bien Léon de Séville. Oui, bien sûr. Ils ont communiqué ensemble. Ils étaient ensemble à Constantinople. Donc c'est curieux, ou bien il y a le souffle de l'esprit qui a fonctionné à ce moment-là. Parce que pourquoi les Lombards et les Visigoths sont-ils convertis au catholicisme? Et inverse, et c'est à la même époque que Grégoire le Grand a agi. Il y a des choses qui nous dépassent, auxquelles on peut laisser la porte ouverte à certaines réflexions sans donner des affirmations. Et alors, c'est vrai aussi que, justement, en ce qui concerne les Lombards, il y a là quelque chose de très, très curieux, parce que, d'un côté, dans l'ensemble des textes de Grégoire, et des lettres en particulier, enfin un peu partout, on va trouver des appréciations extrêmement sévères sur les Lombards. C'est un peuple épouvantable, c'est vraiment des cruels, sauvages, c'est les pires que tous, c'est les Lombards. Bon. Et puis d'un autre côté, le même Grégoire est capable de laisser percer des informations complètement différentes, c'est ce que vous avez dit à l'instant, là, sur des paysans qui fuient des territoires romains, enfin sous l'administration romaine, byzantine, pour aller chez les Lombards, parce qu'ils seront mieux traités que par l'administration. Bon. Et c'est Grégoire qui nous dit ça. Bon. Et donc, alors, autre paradoxe, c'est Grégoire qui nous dit, alors à plusieurs reprises, qu'il vit dans un monde où les villes sont dépeuplées, les campagnes sont dépeuplées, les forteresses sont renversées, enfin, il n'y a plus rien, quoi. C'est catastrophe finale. Et on sait par ailleurs, alors cette fois par l'archéologie, en Italie méridionale, c'est assez récent, ce sont des travaux relativement récents, hein, même très récents, l'archéologie pour cette période-là, 6e, 7e, 8e siècle. On a des documents, des données archéologiques qui semblent montrer qu'il y a des paysans qui vivent dans une certaine prospérité en Italie méridionale. Donc on est en train de revoir nos jugements sur l'idée de coupure voilà. ou non, et de crise et de décadence. Non, nuançons, parce qu'il peut y avoir de manière un repli local autarcique. Oui. Comme ça s'est passé du temps de Basile de Césarée, etc., où le commerce international s'est ralenti au IVe siècle, et un bien-être local se développer. Alors oui, puisqu'on arrive peu à peu au terme de cette émission, et je ne voudrais pas laisser nos auditeurs et nos téléspectateurs sur leur faim par rapport à leur titre de docteur. Pourquoi sont-ils docteurs? Et il nous reste 3 minutes pour le dire. Alors, le titre de docteur n'est pas donné par la population, il est donné soit par un concile, comme le concile de Trente,
Le titre de docteur a été pour la première fois donné par le Concile de Trente à saint Thomas d'Aquin. Et c'est par la suite les papes qui, les uns après les autres, ont donné ce genre de titre-là. Je suis désolé, je ne connais pas les dates à l'époque où on a donné ces titres de docteur. Le plus étonnant, c'est plutôt le titre de grand. C'est-à-dire que ce sont les seuls papes qui avaient on a ce titre-là. Jean-Paul II le Grand et on a Grégoire le Grand et Léon le Grand. Ils sont hors du commun. Tout à fait, oui. Dans le cas de Grégoire, le titre de grand, il apparaît au IXe siècle, hein, Magnus, parce qu'il y a d'autres papes qui s'appellent Grégoire après lui, et donc il faut le distinguer. Et même si, peut-être, au moins Grégoire II et Grégoire III au 8e siècle, qui vivent encore à une époque où, en principe, les papes ne changent pas de nom quand ils deviennent papes, justement. Hein, c'était leur nom plus tard. C'est plus tard. En principe, c'est seulement à partir du Xe siècle. Mais curieusement, Grégoire II et Grégoire III se situent dans la ligne de Grégoire le Grand. Et donc, peut-être que... Et en tout cas, donc, on va distinguer le premier avec ce titre de Magnus. Et en tant que docteur, moi, je dirais que sa grande œuvre, comment dirais-je, du point de vue de la spiritualité chrétienne, c'est son immense commentaire sur le livre de Job. Commentaire spirituel du livre de Job, commentaire spirituel et moral du livre de Job. Et le livre de Job, c'est ce petit livre biblique, enfin il est petit par rapport à d'autres livres bibliques, mais entièrement consacré au mystère de la souffrance du juste. Comment quelqu'un qui est juste peut-il être accablé de malheur ? Et c'est ça qui fait le cœur de la réflexion de Grégoire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Il y a bien d'autres aspects. On ne connaît Benoît de Nursie que par Grégoire le Grand. Par exemple, c'est l'unique source. Donc, on a un Grégoire le Grand hagiographe. Je rappelle donc les titres de vos ouvrages respectifs. D'abord, Grégoire le Grand, Philippe N, aux éditions du Cerf, chez le même éditeur, Léon le Grand, toujours donc aux éditions du Cerf. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, toujours au Cerf, Sources chrétiennes. Vous pouvez retrouver les homélies et la règle pastorale. Je pense que le livre de Job doit être facilement... Alors, certains livres sont publiés déjà dans Sources chrétiennes, mais c'est tellement gros que c'est loin de très terminé. Et vous êtes un grand spécialiste de Saint-Martin, un nouveau Martin, essor et renouveau de la figure de Saint-Martin du 4e au 21e siècle. C'est aux presses universitaires François Rabelais. C'est un livre que vous avez dirigé avec d'autres collègues historiens. Je renvoie aussi nos auditeurs à la revue Codex. La revue trimestrielle vient de sortir son numéro 14. Il faut soutenir, il faut acheter la revue Codex qui est consacrée ce trimestre à la querelle scolaire, mais il y a bien d'autres sujets qui sont abordés dans cette livraison. Il me reste à vous remercier, à vous renvoyer à nos sites internet, storyofvoce.com et bien évidemment KTO-TV.com, sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des émissions Au risque de l'histoire. Merci, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Au risque de l'histoire.